Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Le début de l'histoire. Je suis né vers 1908 et j'ai vécu 90 ans. J'ai presque traversé le siècle à 10 ans près. En ces temps-là, les choses étaient si différentes. Je fais donc le récit de ma vie pour que les femmes d'aujourd'hui mesurent la distance entre leur vie et celle des femmes d'autrefois. Nous sommes dans les années 1900. Mon village, Otigué, est situé à la frontière entre notre pays et le Ghana. Les terres de mon village étaient riches et les récoltes abondantes. Malheureusement, les hommes devenaient aveugles à partir de la soixantaine et les femmes aussi, car notre région abritait les mouches de la cécité des rivières. À force d'être piqués, les gens accumulaient tant et tant de parasites dans leur corps que ces parasites finissaient par migrer dans les rétines de leurs yeux et les détruisaient. Alors, la lumière de leurs yeux s'éteignait. Dans leur nouvelle nuit sans fin, ceux qui avaient des enfants en bas âge se faisaient guider par eux, au bout d'un bâton. C'était ainsi la vie au village. Les jeunes possédaient des yeux pour aller et venir à leur guise et les vieux regardaient sans voir. Aujourd'hui, ce mal a entièrement été éradiqué par le gouvernement soutenu par les agences internationales de développement. Et les gens gardent maintenant la lumière de leurs yeux jusqu'à la tombe. Une rivière coulait à travers nos champs, la Noao. Pour passer d'un côté à l'autre, des piroguiers assuraient les traversées moyennant de modiques sommes d'argent ou se faisaient payer en nature, une calebasse pleine d'arachides ou de mil ou un tubercule d'igname acheté de l'autre côté de la frontière au Ghana. Les plus hardis se jetaient simplement à l'eau, le baluchon bien enveloppé dans du vieux plastique et accroché au cou, et traversaient à la nage aux endroits où les flots étaient calmes et ne présentaient aucun danger. Tous les jeunes du village savaient bien nager, y compris les filles, et nous passions souvent de longues heures à patauger dans l'eau, surtout pendant les périodes chaudes de l'année. Les hommes avaient leur berge à part et les femmes et les filles la leur. De ce fait, personne n'éprouvait de la gêne à ôter ses vêtements avant de plonger dans la rivière. Des caïmans peuplaient une partie du cours d'eau, là où les bêtes venaient souvent boire. De temps en temps, ils dévoraient une chèvre ou un mouton, mais jamais un homme n'avait été dévoré. Quand j'eus mes 15 ans, on me disait que j'en avais 19 ou 21, tant ma poitrine était déjà bien pleine et mon corps bien vigoureux. Une jeune fille qui recevait ces compliments n'avait plus beaucoup de temps à passer dans la maison de ses parents, et l'homme qui avait jeté son dévolu sur elle se devait d'apprêter la dot, un étalon de 3 ou 4 ans sans défaut, ou 3 génisses ou 3 jeunes vaches. Cependant, j'avais été rassurée par mes parents. Ils ne me marieraient pas précocement, car je n'avais pas de jeune frère et je travaillais au champ comme un garçon. Je serais donc mariée soit à 19 ans, soit à 21, âge à partir duquel aucune jeune fille ne pouvait se dérober au mariage. De mon temps, on mariait les filles qui entraient dans leur âge de chiffre impair, pendant la période sans lune. On disait que la nature était alors favorable, et les mariages avaient beaucoup de chances d'être des mariages heureux. Rassurée de ne pas être mariée à 17 ans, je vaquais donc tranquillement aux occupations d'une jeune fille de chez nous, aller chercher de l'eau au puits, du bois mort en brousse pour la cuisine, travailler au champ comme un garçon et se coiffer de tresses magnifiques pour se pavaner sur la place les jours de marché. Je m'entendais alors souvent interpellée par les garçons, et « Foyende, tu ne viens pas nous dire bonjour? Tu n'as donc pas Dieu pour nous? Pour qui donc brillent tes beaux yeux ?» Et en fille bien élevée, je faisais un détour vers eux, les saluais poliment les yeux baissés et continuais à frayer mon chemin dans la foule du marché. De mon temps, pour une jeune fille, être interpellée au marché par des garçons signifiait qu'elle ne passait pas inaperçue et cela suffisait à la combler de joie. Cela signifiait aussi que les prétendants seraient nombreux, ce que les parents appréciaient, car cela leur permettait de désigner le futur mari de leur fille selon leurs propres critères. Un jeune homme de bonne famille, bien élevé, travailleur, capable d'apporter la dot au jour indiqué, au lieu d'engager des négociations à N'. En plus finir afin de bénéficier de clauses de paiement à crédit, n'être déjà pas marié à 2 ou 3 femmes, etc. Si le prétendant possédait déjà 2 ou 3 femmes, les parents préféraient regarder ailleurs. En cela, on pouvait bien comprendre la précaution des parents, car un beau-fils se devait de s'occuper de temps en temps de sa belle famille. Entretien des champs de sa belle-mère, participation substantielle aux frais des cérémonies de funérailles d'un proche parent. Alors,
Un mari qui aurait déjà 2 ou 3 femmes était supposé déjà économiquement plombé, et ne pourrait pas s'acquitter convenablement de ses devoirs le moment venu. En quelque sorte, un tel prétendant serait un mauvais sponsor, et ne représenterait donc pas un bon parti pour des parents dont la fille avait reçu une bonne éducation et possédait déjà une certaine aura. En ce temps-là, la sexualité avant le mariage n'était pas chose concevable. Il ne serait venu à l'idée d'aucune jeune fille bien élevée d'aller passer la nuit chez un garçon et d'y perdre sa virginité. Quand vous y alliez, c'était toujours à 2 ou à 3. On se rendait chez son prétendant, flanqué de ses propres amis. Telle était la tradition. Les garçons vous faisaient bon accueil en une soirée rythmée par les notes des guitares du terroir. Les sœurs des garçons se faisaient un point d'honneur de confectionner les mets les plus délicats, arrosés de bière locale qu'on consommait sobrement pour ne pas perdre la tête. Quand le garçon lançait son dévolu sur toi, et que tu considérais que les choses étaient sérieuses, il pouvait venir chez toi, mais avec l'accord de tes parents. Tu étendais une natte dans la même cour où dormait ta famille, et toi et ton fiancé, vous dormiez ensemble, mais sans jamais accomplir un acte sexuel. Car si cela était, la perte de ta virginité et surtout une grossesse toujours possible, faisait du coup perdre le versement de la dot à tes parents. La sanction sociale était ainsi réglée. Une grossesse avant le mariage, pas de dot à exiger, en tout cas pas selon la cote la plus élevée. Et chaque jeune fille se devait d'éviter ce contre-témoignage qui couvrait sa famille d'une honte sans nom. La jeune fille elle-même perdait toute considération sociale non seulement au sein de sa propre famille, mais aussi dans tout le village et les villages environnants, et les mauvaises nouvelles se diffusaient partout et vite, de bouche à oreille. J'avais 2 amies inséparables. Elles étaient plus âgées que moi, mais en raison de ma grande taille et de mon corps précocement formé, on avait l'impression que nous étions toutes du même âge. Cela expliquait que nous ayons subi ensemble l'initiation. Nous étions alors très jeunes, 11 ou 12. De mon temps, personne ne pouvait soupçonner qu'un jour l'excision serait considérée comme un acte de torture nocif au bien-être des femmes et combattu par le gouvernement et des organisations internationales. À l'époque des faits, qui savait ce que c'était un gouvernement? Cela n'existait pas. Seul régnait le roi Nabakoum, roi de Tenkodogo. C'était lui qui nommait les chefs des villages, et le nôtre lui devait allégeance comme tous les autres chefs. Il en est encore ainsi aujourd'hui car après Nabakoum, son fils Naba-Wobgo lui succéda, puis Naba-Tigré qui régna près de 60 ans. Après ce long règne, le fils de Naa-Tigré, le Naba-Saaga, monta sur le trône, mais cela survint après la mort de la narratrice. Je ne connus la succession des rois que jusqu'au règne du roi Naba-Tigré, un homme de grande générosité et qui s'était adonné aux activités agricoles. Il ouvrit un grand verger sur la route menant à Garango. L'évolution sociale se dessinait tout doucement malgré les pesanteurs, car le roi Naba-Tigré avait fréquenté l'école des fils de chef à Dakar, au Sénégal, et était rentré précipitamment au pays à la mort de son père pour monter sur le trône. Or, ni son père ni son grand-père n'avaient mis les pieds à l'école. Par contre, du côté de la succession au trône et du pouvoir coutumier même, rien n'avait changé réellement. Il y avait aussi les gardes-cercles. Ils exerçaient, eux, un pouvoir nettement au-dessus de celui du roi. On les voyait passer de temps en temps, côtoyant la frontière pour prévenir d'éventuels troubles et lever les impôts. Ils détenaient leur pouvoir du commandant de cercle qui était un Ansara, c'est-à-dire un blanc, siégeant à Katanga, le quartier sur les hauteurs de Tenkodogo sur la route de Garango. C'était une chose redoutable pour un chef de village que d'avoir à héberger ses représentants du blanc. Le chef se devait de leur préparer des viandes grillées, moutons et volailles. Et en plus, et c'était là l'ignominie, leur trouver des jeunes filles avec lesquelles ils passeraient la nuit. Après leur départ, ces filles étaient conduites dans de lointains villages pour être mariées en toute discrétion. On dirait que le fait de devenir garde ôtait du cœur de ces hommes toute morale. Ou alors, ils étaient sélectionnés parmi les hommes du pays les plus naturellement doués pour l'exercice de la cruauté et de l'immoralité. Je n'avais jamais vu un blanc de ma vie, et je ne savais pas à quoi il ressemblait, à part qu'on disait que son physique et son teint rappelaient le type Peul. Mais au vu des œuvres de leurs serviteurs qu'étaient les gardes, tels qu'ils nous étaient apparus, des hommes sans cœur et sans loi, leurs maîtres devaient être des gens autrement plus terribles encore.
Une sorte de légende circulait au village sur les conditions de recrutement des gendarmes et de leurs cousins les gardes, tous étant formés pour la répression, semblait-il. On disait qu'une commission de recrutement sélectionnait les jeunes gens parmi les caïds, qui se présentaient devant elle. Face à ce jury se dressait une table sur laquelle était exposé en évidence un billet de banque et une boîte d'allumettes. Le feu est symbole de la violence, et celui qui l'incarne doit être cruel et redoutable. Le président du jury pose les questions pièges à chaque candidat. Veux-tu devenir garde? Oui. Je veux devenir garde. Peux-tu être garde? Oui. Je peux être garde. Puis arrive la question terrible. Si on t'envoyait spécialement pour arrêter ton père ou ta mère, t'exécuterais-tu? À cette question, beaucoup de candidats répondaient non. Alors, ils étaient tout de suite éliminés. Seuls ceux qui répondaient « oui, je m'exécuterai » étaient retenus pour être formés au métier. Après la réponse « oui, je le ferai », le président du jury disait à ce terrible jeune homme « Prends donc ce billet de banque et la boîte d'allumettes et deviens un garde exemplaire. » C'est-à-dire cruel. Et le candidat empochait devant tout le monde son premier billet de banque et sa première boîte d'allumettes. Cela signifiait qu'il acceptait un salaire contre un sale boulot. La procédure de recrutement des gendarmes et autres gardes se déroulerait selon un tel rite. Cette légende circulait dans les moindres petits villages de notre contrée, et personne ne s'étonnait de la conduite souvent crapuleuse de ces représentants locaux du pouvoir du blanc. C'était donc avec beaucoup d'angoisse qu'on voyait ces gardes arriver chez nous. Rien ne les intéressait si ce n'est lever l'impôt, bien manger et se conduire en hommes immoraux, la nuit tombée. Les récalcitrants parmi les chefs de famille qui ne payaient pas à temps cet impôt PER capita, étaient pris en otage, ligotés et torturés jusqu'à ce que des parents viennent s'acquitter de cette taxe pour la vie. Note de l'auteur. Cet impôt fut supprimé seulement en 1984 par le Conseil national de la Révolution alors présidé par le capitaine Thomas Sankara, tué dans un coup d'État le 15 octobre 1987. L'excision était une pratique sociale que toute jeune fille subissait systématiquement, sans jamais se poser de questions, une fois devenue adulte. Ce jour de grande épreuve, chacune pleurait toutes les larmes de son corps. Comme si subir cette épreuve atroce procédait de rites que toute femme devait accomplir avant que toute connaissance lui soit révélée pour guider sa vie. Mais personne ne se demandait pourquoi on la pratiquait, ni quelle était son origine. Plus tard, dans les années 60, la mission catholique de Tenkodogo avait mené avec succès une campagne de lutte contre l'excision. Les premiers chrétiens avaient voulu donner le bon exemple en n'excisant pas leurs filles et en le faisant savoir. Mal leur en prit, car aucun garçon ne voulut de ces filles non excisées pour épouse. Elles atteignirent l'âge de 21 ans, puis de 25, et aucun garçon ne s'intéressait sérieusement à elles, sous le prétexte que ces filles-là étaient des tueuses d'hommes. Face à cette déconvenue, les parents se remirent à exciser leurs filles comme avant, et leurs filles trouvaient des garçons à marier. Cette affaire se termina ainsi. Aujourd'hui, les mentalités ont évolué positivement et l'excision est combattue sur tous les fronts. Celui qui aurait vécu un siècle entier constaterait tant de changements dans les mœurs des hommes. Et surtout des femmes. Notamment en ville, où elles portent aujourd'hui des toilettes insolites. Étaient-elles de teint nerf? Les voilà qui deviennent rougeâtres à force de s'enduire de savon décapant que fabriquent les blancs. Alors le visage, le cou, la poitrine et les bras deviennent clairs, mais les coudes, les pieds restent noirs. Là, la peau est coriace et rebelle au changement. Comment un homme peut-il s'extasier devant un corps aussi blessé et multicolore? Et les cheveux? De notre temps, la beauté et la coquetterie d'une femme, c'était aussi les tresses de ses cheveux naturels. Aujourd'hui, beaucoup de femmes portent sur la tête des choses qui les rendent si laides. Elles portent des perruques comme si elles étaient chauves, car les perruques sont conçues à l'origine pour les personnes chauves. Mais les femmes et les filles d'aujourd'hui portent ces perruques, de toutes les couleurs, même blondes. Sous le soleil de plomb de notre pays, s'épongeant sans cesse. Qu'elles portent donc des foulards multicolores, et elles seront plus naturelles donc plus belles. Mes deux amies, Toyadala et Oroleo, entraient dans leur 21e année. Leurs parents les marièrent à la fin de la lune des récoltes. Que de festivités!
Les récoltes des champs d'arachides de leurs parents furent entièrement faites par les jeunes gens et jeunes filles venus des villages, des jeunes maris, et les arachides transportés jusqu'au village, dans de grands paniers sur la tête. Le soir, sur le chemin de retour, la musique des guitares et le cliquetis des grelots rythmaient les chants et les danses, et à chaque clairière, les cercles de danseurs se formaient pour quelques instants avant de se défaire et de s'ébranler vers le village. Toyadala partit chez son mari la première, et je partis avec elle pour quelques jours. Cet accompagnement était le signe d'une grande amitié entre jeunes filles. Je fis de même pour ma deuxième amie. Ainsi, chacune d'elles avait appris à s'intégrer dans son nouvel environnement de vie, dans un village étranger, avec le sentiment rassurant d'une présence amie. 2. Le tournant. Après ces mariages, je vécus des moments de solitude, puis le temps passa et j'eus d'autres amis, mais j'étais alors l'aînée. Un jour, juste avant le soir, comme tous les autres jours, mes amis et moi partîmes au puits, les canaris sur la tête. Ayant rempli nos récipients et prêts à repartir, nous aperçûmes au loin 4 cavaliers qui se dirigeaient vers nous à bride abattue. Nous les reconnûmes à leur chéchia rouge. C'étaient les redoutables gardes du Blanc. Nous abandonnâmes nos canaris et prîmes la fuite vers le village. Mais les foulées précipitées d'une jeune fille apeurée derrière laquelle galope un cheval, c'est la course entre un cycliste et un piéton. J'entendais derrière moi les cavaliers crier des ordres les uns aux autres. Je fus rattrapé en peu de temps, encerclé par les cavaliers, empoigné par des mains robustes et jeté sans ménagement sur la selle d'un cheval, solidement maintenu par le cavalier. Mes cris de détresse n'y firent rien. Qui au village oserait défier le pouvoir des gardes du Blanc? Je fus ainsi emporté, loin de mon village, loin de ma région natale, privé de ma langue maternelle, et pendant plus de 20 ans, je n'eus jamais plus de nouvelles de mes parents. Je devins une des épouses du garde qui m'avait kidnappée, et une nouvelle vie inattendue commença pour moi assez précocement. Je sus, mais près de 25 ans plus tard, que mes parents et les parents de mon prétendant, informés de ce qui était arrivé, avaient fait le voyage à Tenkodogo où siégeait le roi, à une centaine de kilomètres de mon village natal. En ce temps-là, la brousse était épaisse, les lions et les panthères pullulaient partout, menaçant. Il n'y avait pas de bus pour le transport, pour la simple raison qu'il n'y avait ni bus, ni route. Aujourd'hui, une route a été ouverte, bitumée, et des ponts ont été construits sur les rivières. Il est loin le temps où entreprendre ce voyage requérait 3 jours de marche à pied ou à dos d'âne, avec toujours le risque d'être attaqué par des félins. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.